Bonjour, c'est Anne Guéquière. Alors si ce n'est déjà fait, j'aimerais vous inviter à vous inscrire dès maintenant à notre newsletter Métamorphose sur notre site internet métamorphospodcast.com. Si vous avez envie de suivre les actus du podcast, de participer à nos conférences, de découvrir nos ateliers en avant-première, inscrivez-vous gratuitement, je vous l'envoie un mercredi sur 2. Dans cette newsletter, j'y partage mes réflexions, mes inspirations du moment, mes coups de cœur et je tire quelques cartes de mes oracles. Je vous envoie des sélections de podcasts thématiques. Bref, tout pour continuer à vous mettre sur le chemin de la métamorphose. Alors pour vous abonner dès maintenant, rendez-vous sur notre site métamorphospodcast.com et dès la page d'accueil, vous trouverez un petit encart d'inscription. Merci encore pour votre fidélité et à très vite dans votre boîte mail. Bonjour, c'est Anne Guéquière. Je vous souhaite la bienvenue dans la série Métamorphose, le sport et toi, présentée par Enoch Effa, triple champion du monde de boxe, aujourd'hui devenu coach et entrepreneur. Dans cette série exclusive, Enoch reçoit des invités ultra inspirants pour parler de dépassement de soi, de nutrition et de comment s'épanouir pleinement grâce à la pratique sportive, qu'elle soit modeste ou à plus haut niveau, pour être bien dans son corps et dans sa tête. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Dans cet épisode de notre série Le sport pour aller au-delà de soi, nous allons plonger dans un sujet essentiel et souvent négligé, l'impact des cycles féminins sur la performance et les entraînements. Comment les femmes peuvent-elles maximiser leur performance sportive tout en respectant leur cycle naturel ? Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir une experte qui a consacré sa carrière à explorer cette question cruciale. Spécialiste en symptothermie, une méthode naturelle qui permet de mieux comprendre et gérer le cycle menstruel, elle nous apporte des réponses précieuses. Son ouvrage « Entraînez-vous comme une femme, pas comme un homme », publié aux éditions Thierry Soucard, est une véritable mine d'or pour toutes les femmes souhaitant optimiser leurs entraînements et leur santé. Dans cet épisode, vous allez découvrir pourquoi il est important de différencier l'entraînement des femmes et des hommes, comment adapter vos séances de sport en fonction de votre cycle, des conseils pratiques pour harmoniser votre entraînement avec votre bien-être hormonal, ou encore les avantages de la symptothermie pour comprendre votre corps et améliorer vos performances sportives. Préparez-vous à transformer votre approche de votre corps, de l'entraînement, et à embrasser une méthode qui respecte et valorise les spécificités féminines. Bonjour Émilie Rimbert. Bonjour Enoch. Un grand merci du fond du cœur à toi et puis à toute l'équipe de Métamorphose de m'avoir proposé ce podcast. J'en suis très ravie. Et moi aussi, j'en suis ravi. Cet épisode s'annonce vraiment enrichissant. Et je voulais savoir, je mets déjà les deux pieds dans le plat. Comment tu t'es intéressé particulièrement aux spécificités du corps des femmes par le sport, comme ça ? C'est une démarche à la base qui est personnelle. Il y a une dizaine d'années, j'habitais à Paris, je travaillais beaucoup, j'étais vraiment dans cette ambiance métro-boulot-dodo. Je travaillais beaucoup et puis je m'entraînais énormément, je faisais que ça. Et en fait, mon cycle menstruel, pour moi, c'était plutôt quelque chose qui me gênait qu'un atout comme ça l'est aujourd'hui. Et je voulais pas du tout en entendre parler. J'étais vraiment sur ce mode de performance tous les jours, linéarité. Je voulais ressembler aux hommes. Et même quand j'avais mes règles, par exemple, je voulais que rien ne se voie à l'extérieur. Je voulais que ça soit extrêmement lisse. Et puis, de fil en aiguille, j'ai changé de vie et j'ai commencé à m'intéresser à la santé naturelle, en quoi le corps, lui seul, il savait, il pouvait faire des choses. Et au fur et à mesure de mes découvertes, de mes recherches, il m'a fallu beaucoup de curiosité. J'ai découvert la symptothermie, qui pour moi était une énorme révélation. D'abord pour moi, pour ma santé fertile. Puis petit à petit, en quoi, pour ma santé de manière générale, pour mes émotions, pour ma façon d'interagir avec les autres. Puis pour faire du sport, ça a impacté et que je pouvais retourner le miroir et au lieu de voir le verre à moitié vide, le voir à moitié plein et en faire vraiment un atout. D'accord. Et du coup, en fait, quand on parle de sport et de pratique intense, est-ce que tu pourrais nous partager, en fait, quelles sont les disciplines que tu as pratiquées et que tu pratiques aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Alors, je suis actuellement triathlète longue distance.
J'ai terminé mon premier Ironman il y a 3 semaines déjà. C'était le 16 juin. Et à l'issue duquel je me suis qualifiée pour les championnats du monde féminins Carrément. Ironman qui auront lieu en septembre. Très bien, très bien. Donc, on a une potentielle championne du monde dans les parages avec nous. Et avant ça, justement, ta pratique, c'était... est-ce que ça a toujours été l'Ironman ou est-ce que tu as pratiqué d'autres disciplines? Eh bien non, pas du tout. Ça s'est fait vraiment progressivement. Et pour être tout à fait honnête, j'ai commencé le sport à l'âge de 25 ans. En fait, j'ai considéré, on m'a éduquée. Voilà, il y a sûrement beaucoup de messages socio-culturels autour. Mais pour moi, j'étais pas quelqu'un de sportif. J'étais de celles qui sont au premier rang, qui ont les grosses lunettes rouges, les têtes d'ampoule. Et donc, en ça, je pouvais pas être les deux. Et puis, jeune adulte, quand j'ai commencé à m'installer dans ma vie professionnelle, j'ai commencé à faire du sport avec mes collègues. J'ai commencé par courir, par m'inscrire à un 10 km, en faire plusieurs, trouver ça bien. Puis m'inscrire à un semi. Puis voilà, me challenger en famille, proposer à ma famille de faire des courses ensemble, des événements sportifs et festifs. Ensuite, le marathon. Puis, comme j'étais bonne nageuse, je me suis dit, tiens, le triathlon. Et j'ai commencé par un tout petit triathlon. Ensuite, voilà, j'ai augmenté les disciplines. Et ma pratique du triathlon, elle a évolué il y a environ 3 ans, où vraiment je suis, on peut dire, passée du triathlon loisir à compétition, où j'ai commencé à faire de la longue distance. J'ai participé au 70.3 de l'Ironman de Aix. En fait, c'est 70.3, c'est comme ça qu'on appelle la moitié d'un Ironman. Et puis à Deauville, et puis une course un peu hors norme près de chez moi qui s'appelle le Vercors-Man. Et j'ai senti que j'avais des qualités spécifiques, sûrement on en parlera, liées à mon sexe, qui faisaient que j'étais plus performante, plus à l'aise. Je m'épanouissais plus dans de la longue distance, dans de l'endurance et de l'ultra-endurance, que dans quelque chose de très court. Très bien. Parlons-en de ces spécificités. Dans ton livre, en fait, tu parles tu utilises le mot dysfonctionnement en fait quand tu parles des règles au départ. Donc, je voulais savoir un peu pourquoi ça. Pourquoi tu en parles en termes de dysfonctionnement? Alors, ce que j'ai sûrement voulu dire ou dire, c'est que c'est sûrement les symptômes qui sont liés aux règles. Certaines femmes ont des symptômes très forts pendant les règles. Et culturellement, je pense qu'on a toutes, et peut-être tous, entendu qu'avoir mal pendant ces règles, c'était normal. Qu'il fallait souffrir, et voilà, et que peut-être ça passerait quand on serait maman, comme si c'était vraiment quelque chose de normal, de banal. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui souffrent, mais qui souffrent énormément, qui vont avoir, si je prends l'échelle de douleur qu'utilisent les soignants, qui vont avoir des douleurs qui vont être au-delà de 7, 8, qui vont être obligées de prendre des anti-inflammatoires, des antidouleurs pendant leurs règles. Et c'est normal, c'est banal, tous les mois, de prendre des médicaments comme ça. Alors que non, pas du tout. Quand on a des fortes douleurs, quand on va avoir des saignements intenses, des règles abondantes, c'est qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne à un moment donné du cycle. Ça peut être lié à l'alimentation, ça peut être lié au stress, c'est lié à l'hygiène de vie de manière générale. Et quand on va commencer à s'intéresser à son cycle, on va pouvoir aller voir, on va voir les différentes phases. Qu'est-ce qui se passe au niveau des hormones? Est-ce que c'est équilibré? Comment je me sens? Ça peut être aussi quel rapport j'entretiens avec mes règles? Est-ce que je trouve que c'est normal? Est-ce que je trouve que c'est sale? Il y a beaucoup de choses à aller explorer, mais en tout cas, moi, mon message, c'est de dire le dysfonctionnement, c'est quand il y a un symptôme, une douleur, une couleur de règles pas normale ou des douleurs ou des règles qui sont soit trop courtes ou soit trop longues. C'est qu'il y a un problème. Et pour la sportive, ça peut être aussi soit une gêne à l'entraînement. Eh bien, il y a des jours où elle va pas pouvoir s'entraîner.
ou alors elle va avoir mal pendant ses entraînements et ça va générer des douleurs annexes. Et donc ça, c'est pas normal. Et comme dirait Juliana Antero, une chercheuse de l'INSEP qui travaille sur ce sujet, c'est pas acceptable en fait. On peut pas accepter ça. Et on peut pas avoir des jours de moins d'entraînement. Ou alors, pour une femme qui veut reprendre le sport et qui se retrouve confrontée à ces dérèglements, à ces douleurs, de se dire bah non, de se décourager et dire bah non, je peux pas faire du sport parce que mon cycle me gêne. Ça devrait pas être le cas. C'est là mon message. Et justement, à partir de quel moment tu as décidé de faire le lien entre ta pratique sportive et tout ce que tu pouvais vivre en tant que femme? Ça remonte pas à des dizaines d'années, ça remonte à 4-5 ans, quand vraiment j'ai eu le temps de me poser les questions, d'aller explorer la symptothermie et de me former pour devenir formatrice professionnelle. J'ai commencé à lire, à découvrir des femmes pionnières qui s'intéressent au sujet et à comprendre que les hormones qui sont dans notre corps, qui font notre cycle menstruel, elles ont un message et elles vont nous mettre dans des états d'esprit différents parce qu'elles nous mettent au travail. Pour faire très schématique, on va dire on va diviser le cycle en 2 parties. La première partie du cycle, on va dire que c'est le temps à la possible fécondation. Donc, les œstrogènes et tout le corps entier vont faciliter ce travail. On va sécréter de la glaire pour permettre aux spermatozoïdes de pouvoir, comme des poissons dans l'eau, nager et se nourrir jusqu'à l'ovulation. Les œstrogènes, elles vont avoir un effet sur tout notre corps. Elles vont de la pointe des cheveux jusqu'au bout des pieds. Elles vont modifier la texture de notre peau, la structure de notre peau, de notre cheveu, de nos muscles, de nos tendons, de nos ligaments. Et aussi nous donner une énergie, celle d'aller vers l'extérieur. Moi, j'aime bien dire que c'est le temps de l'énergie masculine, de l'extérieur, parce que forcément, qui dit potentielle fécondation, il y a une partie de nous qui est très animale, très ancestrale, qui va aller chercher le mâle, un peu comme le paon qui fait sa roue. Donc toute cette énergie, elle va nous donner une force, elle va nous faire pousser des ailes, c'est notre potion magique. Et c'est un moment où, quand on s'entraîne, on va pouvoir aller plus fort, plus vite, on va prendre plus facilement du muscle. Donc ça, c'est schématiquement la grande partie. Et puis, une fois que l'ovulation est passée, on rentre dans la deuxième phase du cycle, qui est la deuxième grande mission. Et là, la grande mission pour le corps, qui a eu fécondation ou qui n'a pas eu fécondation, pour l'instant, ce n'est pas son problème. Lui, il n'a pas le temps. Il se dit, eh bien, on va préparer la possible nidation. Donc, avec la progestérone, qui est l'hormone dominante sur cette seconde moitié du cycle, on va se retourner sur nous-mêmes parce qu'il y a beaucoup d'énergie pour créer ce nid. C'est vraiment cette idée de l'oiseau qui va chercher un peu partout pour construire son nid. Comme ça, quand les oisillons écloront, ils auront déjà tout à proximité. Et donc là, l'énergie, elle va plutôt être l'énergie féminine, de l'accueil, de la réception. Et on va plutôt être, nous, plutôt intuitive, plutôt tournée vers l'intérieur, proche de nos sensations. Le métabolisme va plus facilement solliciter, travailler les lipides. Ça, c'est une faculté qui est typiquement féminine. Et ça va nous permettre donc de pouvoir aller dans des efforts plus longs. Cette partie du cycle, on va pouvoir plus travailler l'endurance, les réflexes, la concentration, parce qu'on est plus proche de nos ressentis et moins soumise au bruit extérieur. Et donc, voilà, déjà pour expliquer très brièvement le fonctionnement du cycle et en quoi les hormones, elles ont un impact sur notre corps, notre métabolisme, mais aussi sur notre énergie disponible. Et tout ça, là c'est très schématique, on va pouvoir développer, nous dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour des entraînements, prendre du muscle, des entraînements plus courts, de HIIT, de cardio, et un temps où on va pouvoir travailler d'autres spécificités.
Et ça, c'est très 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 complet et bien détaillé dans ton livre, hein. Entraînez-vous comme une femme, pas comme un homme. Donc du coup, les personnes, les auditeurs et auditrices, vous pourrez vous y référer pour avoir plus de détails, mais on va continuer parce que c'est très très passionnant. Moi qui suis papa de plusieurs filles, ça m'a vraiment passionné de lire tout ça. Je me suis même demandé si ma mère connaissait ces notions-là, avait pu connaître ces notions-là. Et ce qui m'a aussi interpellé, c'était ces différences physiologiques majeures qu'il pouvait y avoir entre les femmes et les hommes. Est-ce que tu pourrais nous les présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Mais avant, je voulais te remercier pour ton retour et de dire que je suis très heureuse de partager tout ça avec toi et tes retours. C'est un, un merci très chaleureux de ma part. Merci à toi. Oui, avec plaisir. On part du principe dans le sport, mais c'est aussi le cas pour la santé ou dans d'autres domaines, que ce qui vaut pour l'homme vaut pour la femme. On a tendance à entendre que c'est très compliqué de faire des études sur les femmes parce que justement le cycle menstruel, la grossesse, la contraception hormonale, la ménopause va créer du bruit blanc en fait et ça va gêner, fausser les résultats. Donc pour la grande majorité des études, on part du principe, on va tester pour l'homme et on va ensuite considérer que c'est la normalité et on va pas dire que ça vaut aussi pour la femme. Mais malheureusement, ça marche pas comme ça parce qu'on a des spécificités et la grande différence, ça peut paraître un peu simpliste de dire ça, c'est le point de départ, c'est que nous les femmes, on est faites pour porter la vie, conduire une grossesse. Et donc notre corps, il est fait pour ça. Donc on a déjà, on va dire, sur la carrosserie, des spécificités physiques. On va avoir une poitrine pour pouvoir allaiter. On va avoir un bassin plus large pour pouvoir accueillir un enfant. On va avoir une graisse viscérale qui va se stocker au niveau de ce bassin pour permettre ça. Et puis après, pour prendre le relais dans des phases où les taux hormonaux seront pas sécrétés directement, mais ça va être la graisse viscérale qui va prendre le relais, notamment pour les œstrogènes. Donc il y a déjà ça. On va avoir une construction musculaire et graisseuse qui va être différente. On va avoir plus de graisse que les hommes et ça va être réparti différemment. On va avoir plus de graisse sur le haut du corps que les hommes. Et puis si on creuse un peu sous la carrosserie, si on lève le capot, on a d'autres spécificités. On va avoir un cœur plus petit, des poumons plus petits. Tout ça, ça va avoir un impact sur notre capacité à oxygéner le sang, à conduire des efforts très puissants. On le voit, hein, les femmes vont avoir ce qu'on appelle une VO2 max beaucoup plus faible, même chez les athlètes élites, femmes, plus faibles que les hommes. C'est en partie dû à ça. Et puis, on a un cycle menstruel, donc on a des variations hormonales qui sont féminines, on a des hormones sexuelles féminines, et on ne va pas avoir, comme les hommes, des hormones androgènes, des hormones sexuelles masculines aussi fortes. Les hommes, ils ont énormément de testostérone, nous, on en a un petit peu, et ça va créer aussi des spécifiques de performances différentes. Et à côté de ça, on a aussi d'autres particularités, des particularités qui font qu'on peut tirer notre carte du jeu dans certains domaines. Le fait qu'on soit plus petite, qu'on a un bassin plus large, ça va nous permettre d'avoir un centre de gravité différent. On va avoir un meilleur sens de l'équilibre. On va le voir dans des disciplines comme la gymnastique, comme l'escalade, comme la natation longue distance, où on va avoir beaucoup de femmes qui peuvent s'amuser, qui peuvent se challenger. Et puis, il y a toutes les spécificités de notre corps et il y a de nombreux chercheurs, notamment un chercheur français qui s'appelle Guillaume Millet, qui étudie sur les athlètes longue distance. Comment ça se fait que plus la distance s'allonge et plus les écarts de performance entre les hommes et les femmes s'amenuisent.
Et donc d'aller voir que ces spécificités hormonales, eh bien, dans ces cas-là, elles vont être bénéfiques. Donc, il y a pas il y a des choses différentes et ça, c'est hyper intéressant. Oui, en effet. Et d'ailleurs, c'est tellement intéressant que j'ai découvert qu'il y a différents types de cycles naturels chez la femme, notamment ceux qui sont en lien avec la ménopause, par exemple. Tu parles aussi de cycles de sommeil. Enfin, quels sont les différents types de cycles qui existent chez la femme? Est-ce que tu pourrais nous les décrire et nous parler un peu de leur spécificité, s'il te plaît? Oui, en effet, les femmes sont soumises à un certain nombre de cycles, mais ça vaut aussi pour l'homme. En fait, on est soumis au rythme circadien qui va rythmer nos journées. On a le cycle des 4 saisons, on a des cycles biologiques pour le corps. En fait, on est, sans s'en rendre compte, très connecté à la nature. Et la nature, elle fonctionne de façon cyclique. Et en plus de ça, la femme a effectivement un cycle menstruel, que j'aime aussi appeler cycle féminin ou cycle ovulatoire, puisque c'est pas les règles, mais c'est l'ovulation qui va créer ce cycle. Sans ovulation, on n'a pas de cycle. Et donc effectivement, ce cycle, il a une vie de cycle. C'est-à-dire, il va commencer à la puberté, à se mettre en place. Il va atteindre son apogée, allez, on va dire dans les 30, 40 années. Et ensuite, il va être aussi sur une phase de déclin pour entrer dans la périménopause et arriver jusqu'à la ménopause et l'arrêt des cycles. Donc, que ça soit dans les 10 premières années, que la jeune fille, la femme, a ses règles, il lui faut une dizaine d'années pour que ces cycles s'harmonisent, se régulent. Et ce sera la même chose pour une femme qui va entrer dans la ménopause. On entend parler à tort que je suis rentrée en ménopause, la femme, comme si ça marquait un temps, d'un seul coup, la femme, elle n'avait plus ses cycles. Mais les choses se font de façon progressive et ça, c'est très beau. Ça, c'est pas fait pour être brutal. C'est fait pour prendre son temps, prendre ses marques et que ça soit très fluide naturellement. Que la femme le sente forcément, mais pas que ça se fasse de façon brutale et violente. D'accord. Et du coup, dans cette phase dans cette phase qui entoure la ménopause, si je puis dire, avec tout ce qui est périménopause et ainsi de suite, est-ce qu'il y a des pratiques adaptées? Est-ce qu'il y a peut-être même une alimentation adaptée ou des conseils que tu pourrais donner pour mieux entamer cette phase de vie? J'aime bien dire que la ménopause, c'est comme un second printemps, une seconde adolescence. Et on le voit, les adolescentes et sûrement les adolescents, c'est un moment compliqué, on ne comprend pas ce qui se passe hormonalement. Dans la même journée, il y a une adolescente, il y a pas très longtemps, qui venait d'avoir ses premières règles, qui disait « je ne comprends pas, je rigole et en même temps je pleure ». Il y a quelque chose qui se passe au niveau hormonal qui a besoin de prendre sa place et on ne comprend pas toujours ce qui arrive. Pour la femme, en périménopause, c'est la même chose. Elle peut avoir des bouffées de chaleur, des moments de tristesse, des moments de joie, beaucoup de choses qui ne sont pas comme d'habitude et qui peuvent survenir et qui peuvent chambouler, faire poser des questions. Et donc, dans ces moments-là, en fait, ce qui va se passer, c'est que les cycles vont se rétrécir petit à petit. D'abord, les œstrogènes vont être sécrétés en moins grande quantité. Ensuite, la progestérone. Ça va être des cycles de plus en plus courts, des ovulations de plus en plus espacées. Et c'est vraiment important. Et je comprends que ça puisse pas forcément être facile à vivre. Mais j'en parlais tout à l'heure. En fait, la graisse adipeuse, notamment autour du bassin, du ventre, les femmes peuvent sentir prendre 2-3 kilos à ce moment de la périménopause, de la ménopause. En fait, c'est
Notre corps est vraiment bien fait. Ces 3 kilos, cette graisse viscérale, elle est faite pour faire en sorte que, justement, comme il va y avoir moins d'œstrogènes qui vont être sécrétés à d'autres endroits, de pouvoir prendre le relais et de combler ce manque à gagner. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent de ce côté-là. Pour ce qui est de l'alimentation, on va privilégier une alimentation anti-inflammatoire. On va faire attention à bien, au niveau macronutriments, à avoir assez de glucides, de lipides et de protéines. C'est hyper important, les lipides, pour justement renforcer, aider ce système hormonal à bien fonctionner. Et les protéines aussi, pour renforcer les muscles. Et tout ça aussi pour renforcer les os. Et notamment, en complément d'une activité physique, pour justement pallier aux problématiques de densité osseuse, d'ostéoporose qui pourraient naître à ce moment-là, au moment du transfert, mais aussi après, parce que comme il ne va plus y avoir ces sécrétions hormonales qui permettent justement, on n'en a pas encore parlé, mais ces hormones féminines, les œstrogènes ou la progestérone, on a tendance à les voir que sur le côté fertilité, que sur comme si avoir un cycle, c'était important que pour avoir un enfant, être enceinte, mais ça a un impact sur la santé de la femme. De l'adolescence jusqu'à la ménopause, avoir un cycle harmonieux, avoir les sécrétions d'oestrogènes équilibrées par rapport à la progestérone, ça permet au corps d'être en bonne santé. Le cycle menstruel féminin, c'est un signe vital qu'on peut observer au même titre que le pouls, la fréquence cardiaque, la température. Quand on s'intéresse, quand on va voir, et s'il y a des dérèglements dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'il y a une problématique qui est peut-être haute, qui est plus loin que ce cycle menstruel. Et il nous donne des repères. Et pour ce qui est de la densité osseuse, les œstrogènes vont avoir un effet sur les os. Et en complément de l'effet que va avoir la progestérone, ça nous permet d'avoir des os solides, en bonne santé, etc. Et donc, pratiquer une activité physique, du renforcement musculaire ou une activité comme la marche, comme la course à pied, qui va avoir des impacts, c'est très important pour permettre justement d'avoir une bonne densité osseuse pendant la périménopause et après la ménopause. C'est vraiment primordial, en plus d'une petite activité cardio pour permettre aussi au cœur de se développer, de vivre tranquillement sa vie, puis aussi pour le moral, pour sécréter des hormones qui font du bien. Très bien. Et tu sais, en parlant d'hormones qui font du bien dans ton livre, à un moment, tu parles de la force mentale des femmes. Et tu le précises aussi que plus on s'allonge en fait en termes de durée, et et moins les écarts se font entre les hommes et les femmes. Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette expérience que tu as menée en 2023 et qui est relatée dans une vidéo qui s'appelle We Attempt an Ironman Without Food and This is What Happened sur la chaîne YouTube qui parle de triathlon, je pense. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette expérience et de quelle discipline il s'agissait, dans quel contexte, et quels ont été les points d'observation à partir desquels les résultats ils ont été analysés? Alors oui, c'est une vidéo qui est disponible sur la chaîne YouTube et que j'ai trouvée vraiment incroyable. Bon, en prémisse, je conseille de ne pas reproduire ça chez soi, d'essayer de faire ça toute seule. Et puis, je vais vous raconter ce qu'on découvre dans cette expérimentation. Mais encore une fois, on ne peut pas non plus extrapoler à l'ensemble des hommes et des femmes, mais c'est intéressant. En fait, ce sont 2 grands champions de triathlon, donc qui sont professionnels, donc un homme
et une femme avec un palmarès assez conséquent qui ont réalisé une expérimentation, celle de parcourir un Ironman. Donc, je vais vous rappeler les distances à la louche. 3,8 km de natation en lac, 180 km à vélo, et puis pour terminer, un marathon. Donc 42, 195. Ça, c'est les distances réglementaires. Après, ça change un peu d'un événement à un autre. Et donc de parcourir cet Ironman sans manger, totalement à jeun. Et ils étaient appareillés de capteurs pour mesurer leur glycémie. Je crois que le dernier repas, c'était la veille au soir. Et puis, oui, c'était ça, la veille au soir. Et ils avaient juste le droit à de la caféine, à boire de la caféine et des électrolytes, justement pour éviter que, comme ils allaient transpirer, ils aient des problématiques parce que ce soit le sodium ou d'autres minéraux soient en manque dans leur corps et que ça leur crée des problématiques physiques. Ça peut être très grave. Euh, et aussi de boire l'eau du lac. Voilà, ça c'était... donc, ils n'ont pas eu de chance pour réaliser cette expérimentation. C'est que le mauvais temps s'était invité et que ça rendait les conditions de réalisation de cette expérimentation encore plus dantesques. Il faisait froid, il pleuvait, voilà. Et donc, voilà, ils ont pris le départ ensemble, la natation s'est bien passée, et puis ils sont tous les deux montés sur leur vélo. Et on voit en fait que ils ont un état d'esprit différent, ils abordent pas l'expérience de la même façon. L'homme, lui, il est très focalisé sur des calculs, parce qu'en fait, les athlètes professionnels et aussi amateurs, ils vont compter leur nombre de grammes de glucides par heure. Et donc, quand il se fait interroger, la caméra le suit, et puis il y a celui qui organise, qui les ravitaille en bidon d'eau et d'électrolytes. Il dit, ah, là, normalement, je devrais être à tant de glucides. Là, je suis à tant de watts sur mon vélo. Les watts, c'est la force qu'on emmène en pédalant. Et il se prend la tête. Vraiment, il fait des calculs, il se prend la tête. Et quand on croise la femme, alors, pour l'histoire, la personne qui lui fournit les ravitaux, l'a loupé 2 ou 3 fois. Enfin, et elle est, ça va le faire, ça va le faire. Pas forcément confiante, mais en se disant que elle va y aller, en fait. Elle voit, elle est très, très sensible, très, très à même de ses sensations corporelles. C'est vraiment ce qui l'intéresse, de voir comment son corps réagit. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'homme ne termine pas le vélo. Il met à pied à terre et il abandonne. Je ne sais plus exactement à partir de combien de kilomètres de vélo. Et la femme, elle pose son vélo, donc elle a fini ses 180 km de vélo. Elle a un petit coup de mou, donc tout le monde pense qu'elle va arrêter, et non, elle repart. Elle repart sur la course à pied, et je crois, enfin, ils font que des boucles, donc c'est sans spectateurs, donc c'est encore plus difficile mentalement. Et elle fait 33 km, et donc elle réalise quasiment la distance d'un Ironman à jeun, ce qui est complètement fou. Elle arrête parce qu'elle dit, je sais que je peux encore continuer. C'est 9 km, c'est 11 km. Non, c'est 9 km, oui. Mais j'arrête parce qu'elle en avait marre. Et c'est vraiment intéressant de se dire que oui, il y a une différence dans la façon d'aborder l'épreuve, dans la façon d'aller se challenger, d'être à l'écoute de ses ressentis et de pousser la machine. Après, c'est très difficile d'extrapoler cette expérimentation et d'en faire une règle générale. Mais après, les études de l'autre côté montrent que les femmes ont plus de faculté à aller chercher leurs lipides pour en faire une source de carburant, ce qui est plus complexe chez les hommes. Et puis comme on a plus de masse graisseuse, parce que les lipides, c'est notre graisse qui va nous l'apporter en grande partie, on en a en ressources illimitées et plus abondantes. Donc ça, c'est une des raisons aussi.
D'accord. Est-ce que je pourrais me permettre de dire que, en fait, tu essaies de transformer ce qui peut être une douleur ou une épreuve en facteur finalement de bonne santé et de performance chez la femme? Oui, c'est exactement ça. L'idée de ce livre, c'est de considérer son cycle, non pas comme un boulet, comme, quelque chose qui nous pourrit la vie, de pas s'arrêter juste aux règles, parce que pour certaines, cycle menstruel, c'est pour ça que j'utilise moins ce terme, même s'il est plus familier, que je vais parler de cycle ovulatoire ou cycle féminin, parce que, le cycle, ce n'est pas que les règles. C'est vraiment du premier jour des règles jusqu'au premier jour, jusqu'à la veille des prochaines règles. Il se passe énormément de choses tout le long et si on n'est pas sensibilisé à ça, on voit vraiment notre cycle comme une boîte noire qui renvoie du signal, des symptômes qui vont être douloureux, qui vont être irritants. On ne sait pas à quoi ça correspond, on met ça sous le tapis et puis on n'ose pas le dire, ça va nous gêner dans notre pratique, ou alors on va même pas faire le rapprochement. Et quand on va remettre du lien, quand on va remettre de la symbolique, quand on va comprendre que tout a un sens, que c'est beau en fait d'avoir un cycle, que, que c'est merveilleux. Ça m'arrive de faire des conférences où il y a des entraîneurs, des coachs, qui viennent me voir à la fin et me dire je suis jaloux, et nous, est-ce qu'on a un cycle? Parce que c'est trop bien de se dire qu'il y a un temps pour tout, qu'on peut vraiment renverser la machine et se dire que ça peut vraiment être une boussole de vie. Et je comprends que ça puisse être, qu'on puisse avoir des réticences, mais moi, quand j'ai compris ça, quand j'ai compris que ce cycle, au-delà d'avoir un impact, en fait, que le cycle naturel, qu'en fait, j'avais des jours où j'étais fertile, des jours où j'étais infertile, et que d'aller creuser et de découvrir quels étaient les signes que le corps envoyait, comment je pouvais faire pour comprendre le langage de mon corps, ça allait m'aider à gérer ma fertilité, ma contraception. Et quand j'ai compris que ça m'aidait aussi à vivre, à comprendre mes émotions, à comprendre comment j'étais en relation avec les autres, pourquoi à des moments j'étais moins réceptive quand mon compagnon me racontait sa journée quand il rentrait le soir, ou pourquoi en tant que thérapeute, il y a des jours où c'était plus compliqué d'entendre d'entendre des choses, d'être un réceptacle, alors que d'autres moments j'étais totalement dans l'accueil et que j'avais aucune barrière. En fait, que ce soit dans ma vie personnelle, familiale, amicale, sportive, professionnelle ou personnelle, je sais aujourd'hui que ça a un sens, que c'est vraiment une boussole de vie. Et, et pour moi, c'est vraiment important de pouvoir... Enfin, quand j'ai su ça, au début, quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, en fait. C'était vraiment un sentiment de liberté, de reconnexion avec ma part féminine. De me dire, en fait, c'est super d'être une femme et je trouve ça génial. Et très vite, j'ai senti de la colère. Au début, j'ai pas compris pourquoi. Et puis, j'ai compris qu'en fait, c'est que je venais de découvrir ça à l'âge de 32, 33 ans. Et je me suis dit, pourquoi j'en ai pas entendu parler avant? Pourquoi ma mère ne me l'a pas transmis? Tu en parlais tout à l'heure, est-ce que ma mère sait cela? Moi, ma mère, dans sa culture, dans son éducation, aujourd'hui, elle assiste à mes formations, elle me dit, mais tu m'apprends tellement de choses, c'est incroyable. Et je me suis dit, j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose qui vibrait en moi au sujet de l'histoire des femmes, que j'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice, et j'ai longtemps cherché mon combat, entre guillemets, mais j'arrivais pas à le trouver. Et quand j'ai découvert la symptothermie, je me suis dit, non, mais c'est ça, en fait. Si je dois aller quelque part et planter des graines et permettre aux femmes de s'épanouir, en fait, ce que j'ai appris, même là aujourd'hui, ce que j'apprends, ce que je découvre au niveau de la pratique sportive, en fait, je peux pas le garder pour moi. C'est tellement fort, incroyable que c'était vital, viscéral d'en parler à d'autres. Et du coup, en parlant justement de symptothermie,
Est-ce que tu dirais aussi que cette discipline, voire cette science, ça donne aussi des réponses aux femmes qui sont hors des cycles menstruels, qui sont plutôt sur d'autres cycles que tu décris très bien dans ton livre? Tu parles de quel cycle? Des femmes qui vont avoir des dérèglements hormonaux? Des Alors, problématiques? dans le livre, en fait, tu parles des cycles au niveau tout ce qui est hormonal, tu parles de tout ce qui est ménopause, tu parles même de tout ce qui est circadien, sommeil. Est-ce que, est-ce que la symptothermie permet aussi d'apporter des réponses à ces différents types de cycles ou phases? La symptothermie ou une autre méthode d'observation du cycle, qu'on appelle aussi MOC, va permettre à une femme de se reconnecter à son cycle, de découvrir comment il fonctionne. Donc MOC, c'est les méthodes d'observation des cycles, c'est ça? C'est ça, c'est le petit nom MOC pour méthode d'observation du cycle. Parce qu'il y a la symptothermie, mais il y en a d'autres. D'accord. Il va y avoir des méthodes où on va aller observer que la glaire cervicale, des méthodes où on va aller observer la température. Et après, une femme qui n'a pas un besoin de fertilité, parce que quand il y a besoin de fertilité, il faut que l'apprentissage, l'interprétation et les signes qu'on va venir observer, les biomarqueurs, ils soient fiables. C'est le cas pour ces méthodes-là. Que ce soit la température, la glaire cervicale, les variations du col ou la sensation à la glaire, ce sont des biomarqueurs qui ont été étudiés scientifiquement, donc qui sont tout à fait fiables. Et après, il y a tout un tas d'autres biomarqueurs qu'une femme, au cours de son cycle, peut venir observer. Ça peut être des tensions au niveau de la poitrine, ça peut être des tensions au niveau des ovaires, ça peut être un sentiment d'énergie différent. Pour la sportive, ça peut être la souplesse, parce que les oestrogènes vont nous rendre plus souples, alors que la progestérone va nous redonner notre raideur, j'ai envie de dire naturelle. Donc on peut le sentir comme ça aussi. Il y a notre qualité de cheveux, de peau. Pour celles qui sont très sensibles au niveau de l'odorat, ça peut être l'odeur, notre odeur corporelle, notre odeur au niveau de la sueur. En fait, ça a vraiment impacté tout notre corps. Ça peut être la qualité de nos ongles aussi, voilà. D'accord. Notre appétit. Émilie, est-ce que tu pourrais indiquer quelle discipline sportive pratiquer selon la phase dans laquelle on se trouve? Bien sûr. Alors, je vais donner des pistes, parce qu'encore une fois, comme chaque femme est différente, va avoir un ressenti différent, ça va être à elle d'ajuster, d'aller expérimenter et rechercher. Néanmoins, concernant la phase des règles, les premiers jours du cycle, il y a certaines femmes qui vont vraiment ressentir de la fatigue, qui vont avoir peut-être pas envie de s'entraîner, et peut-être que d'aller travailler de la mobilité, notamment au niveau du petit bassin et de toute la zone qui va être vraiment mis à contribution pour permettre aux règles de s'évacuer. Donc de faire un yoga du cycle, de la mobilité dans cette zone-là, pour pouvoir sécréter des endorphines, de la dopamine, beaucoup de ces hormones qu'on sécrète quand on va faire de l'activité physique, et se sentir bien et faire du bien à son corps. Ça peut être aussi un peu de marche, se mettre en mouvement, mais tranquillement. Pour certaines femmes qui vont peut-être avoir de la testostérone dans ces premiers jours de cycle, alors elles, moi je vais avoir envie de m'entraîner, et même de m'entraîner, ça va faire disparaître mes douleurs. Donc pour ces femmes-là, ma recommandation, ça va être de vraiment d'essayer de juger l'effort et d'être au maximum sur un effort de moyenne intensité, et de ne pas aller sur quelque chose de trop haute intensité, parce que en fait la haute intensité va générer de l'inflammation et va libérer des prostaglandines. Et les prostaglandines, ce sont les véhicules qui peuvent créer des douleurs.
des douleurs de l'utérus, des douleurs, des contractions. Ça va permettre d'amplifier les contractions. Donc quand c'est en bonne quantité, ça va, mais quand elles sont présentes en trop grande quantité, ça va générer par-dessus des douleurs et c'est pas du tout ce qu'on va chercher. Ça va être ma petite recommandation. Ensuite, on va avoir la phase, je parlais tout à l'heure de l'énergie masculine, de celle où il y a les œstrogènes. Donc quelques jours après les règles, indépendamment de cette phase-là, le corps va commencer à sécréter les œstrogènes. On va sentir, on va être moins fatigué, on va commencer à avoir de la glaire cervicale, on va avoir d'autres choses. On peut sentir aussi de la libido, du désir. Ce sont des indicateurs qui vont nous dire « Ah, mon corps a commencé à sécréter des œstrogènes. » Et ces œstrogènes, petit à petit, jusqu'à l'ovulation, elles vont monter crescendo. Et donc, plus ça va augmenter, plus on va se sentir fort, plus on va avoir l'impression qu'on peut déplacer des montagnes, plus la to-do list qu'on aura fait le matin, et le soir, elle sera rayée de partout. Et donc, pour cette partie-là, après, encore une fois, chacune fait en fonction de ce qu'elle ressent, mais des études ont montré qu'il est beaucoup plus facile de prendre du muscle quand on s'entraîne en force dans cette phase-là. Donc mon conseil, ça va être de faire du renforcement musculaire, de pourquoi pas faire plus de séries ou une séance de plus dans la semaine, parce que les gains seront plus importants. Et également, on peut gagner en qualité d'exécution. Donc c'est tout à gagner. Ensuite, après l'ovulation, on l'a vu, on rentre dans cette énergie féminine, cette énergie qui est plutôt de la tranquillité, du retour sur soi avec la progestérone, et avec des capacités pour l'endurance, les réflexes, la concentration qui vont être accrues. Donc là, c'est beaucoup plus intéressant d'allonger les sorties, si on fait de la course à pied ou du vélo ou de la natation, enfin des sports d'endurance, mais c'est le cas pour de la marche, c'est le cas pour d'autres disciplines que malheureusement je ne connais pas assez, mais de se permettre d'allonger plus les distances et au lieu d'être dans des efforts courts et intenses, de privilégier ce temps pour travailler d'autres qualités. Et d'ailleurs, moi ça m'est arrivé par expérience de quand même laisser des séances intensives, par exemple des séances de course à pied très intense sur stade, ce qu'on peut appeler les 30-30. On va courir très vite pendant 30 secondes, on va récupérer pendant 30 secondes, et de comparer un peu les résultats que j'avais, les métriques que j'avais d'une phase à l'autre, et de voir que j'étais beaucoup moins rapide. Même une sensation de moins y arriver, que ça soit poussif. Et puis, en première réaction, me dire « Oh là là, mais j'ai régressé, mais d'une semaine à l'autre, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ?» Et de rester un peu avec cette mauvaise appréciation et de tout de suite... ça peut nous arriver tout de suite que ça monte un peu en mayonnaise, se dire « Oh là là, mais ça va pas du tout, j'ai ma compétition dans tant de jours, etc. » Et puis de rentrer à la maison et me dire « Ah, mais attends, t'as tes règles dans 2 jours, c'est normal, t'as plus d'hormones, sois tranquille, sois OK avec toi-même et essaye de calibrer cette séance, de pas la mettre comme ça sur tes quelques jours avant tes règles. Fais-toi plutôt une sortie plaisir, quelque chose qui va te changer la tête, les esprits et qui va te faire du bien. » C'est vraiment d'être bienveillante avec soi-même et d'être à l'écoute de ses ressentis au-delà de calibrer en fonction des séances. Et ce que j'aurais envie d'ajouter, et peut-être c'est ça que j'aurais dû dire en prémisse, c'est qu'on a toute une fenêtre optimale de performance. Ça, Juliana Antero le décrit très bien dans ses recherches. Et donc, à chacune, d'aller observer, d'expérimenter, de noter. C'est ce que je propose aussi dans mon livre, des grilles, des tableaux de bord, où tous les jours, on va venir noter et de voir comment on a ressenti tel effort, comment on se sent, est-ce qu'on a des douleurs,
comment est notre état d'esprit, comment est notre fréquence cardiaque, comment est notre appétit. Et du coup, chacune de voir quels sont les jours rouges, ces jours où c'est compliqué de s'entraîner, quels sont les jours neutres, là ça va, mais sans plus, et quels sont les jours verts, ces jours où j'ai une patate d'enfer, ces jours où je sens que je peux dépasser des montagnes, ces jours où je sens que je peux aller très très loin. Parce que cette fenêtre optimale de performance, c'est pas que forcément pendant la période des œstrogènes, mais ça peut être autour de l'ovulation, ça peut être pendant la première moitié de la phase progestative, ça peut être pendant les règles, chacune en fonction de ses taux hormonaux, en fonction de son hygiène de vie, en fonction de sa capacité à s'entraîner, en fonction d'un certain nombre de critères qui sont personnels, va avoir sa propre fenêtre de performance. D'accord. Encore une fois, ça ne veut pas dire que hors de ces jours de fenêtre de performance, on ne peut pas s'entraîner. Et si la compétition tombe ce jour-là, ça va être forcément la catastrophe. Réponse très complète. Ce qu'on comprend, c'est qu'à travers ton livre, et je le répète, entraînez-vous comme une femme et pas comme un homme, il y a différents outils pour que les personnes puissent s'approprier en fait ces MOOC, qui puissent avoir cette méthode d'observation du cycle, et que tu es en capacité, toi, via tes différentes disciplines que tu as pu pratiquer et pour lesquelles tu es certifié, aussi répondre aux femmes à tout âge pour qu'elles puissent performer ou ne serait-ce que mieux vivre. Est-ce que ce serait un peu ça la réponse, la petite conclusion? Oui. Oui, ça serait ça la conclusion. Et si j'ai compris la question même précédente que tu me posais, des femmes qui ont des difficultés, des problématiques de cycle, qu'on va appeler le SOPK, ou d'autres troubles, le SPM, le syndrome prémenstruel, ou d'autres problématiques, des femmes qui vont être en aménorrhée, d'aller observer son cycle, c'est possible, peu importe les problématiques, et d'aller à sa rencontre de son cycle, c'est une bonne chose. Pour moi, c'est même primordial pour vivre plus en santé et pourquoi pas performer. En tout cas, c'est un bon outil pour un bon allié dans la pratique sportive, peu importe son niveau, peu importe son âge et peu importe ce qu'on traverse. C'est pas une pratique qui est réservée à une femme qui va dire « moi, mes cycles sont réguliers ». Chaque femme, peu importe son cycle, peu importe son âge, peut utiliser ces outils. Et d'ailleurs, je le conseille au-delà de l'aspect sportif ou fertilité, mais vraiment pour vivre plus en santé. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oh oui, oh oui. Et si justement, pour terminer, tu devais nous donner 3 conseils, recommandations, pour qu'elle puisse aller plus à la rencontre de soi, aller à la rencontre d'elle-même, quels seraient ces 3 conseils ou recommandations? La première, c'est d'être bienveillante avec soi-même, de ressentir les choses et de se poser la question, pourquoi quand c'est plus compliqué, est-ce que c'est parce qu'on est dans une période de son cycle où on a besoin de plus de repos? Donc mon premier conseil, c'est de s'écouter. Voilà. Mon second conseil, c'est de ne pas forcément prendre pour argent comptant ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est une très bonne chose, mais il y a beaucoup moins de tabous autour du cycle menstruel et on voit de plus en plus d'articles, de réels. On va vous dire comment vous entraîner en fonction de votre cycle. Et la problématique de ça, c'est que on va non pas donner des conseils, mais ça va être plutôt un peu des obligations. Pendant vos règles, reposez-vous. Alors que certaines femmes vont sécréter de la testostérone pendant les règles et qu'elles vont pouvoir faire des efforts à moyenne intensité sans problématique. Et puis, pendant la phase lutéale, c'est-à-dire la seconde moitié du cycle, là où il y a la progestérone, c'est normal d'avoir des problèmes. Non, c'est pas normal d'avoir des problématiques. On peut, si on est en bonne santé, si tout va bien, et chaque femme, si elle résout ses dérèglements, peut le faire. Il n'y a pas un moment dans le cycle où on ne doit pas s'entraîner. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Si on n'a pas envie, on ne le fait pas. Mais il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on voit. Et puis, ces conseils,
elle repose souvent sur ce qu'on appellerait une méthode du calendrier, où on va ovuler au jour 14 et il faut obligatoirement avoir un cycle qui fait 28 jours. C'est ce qu'on va retrouver aussi sur les applications ou sur les montres où on va nous proposer une étude du cycle menstruel. On a toutes des variations différentes. On va ovuler quand le corps est prêt. On va avoir des phases lutéales de longueurs différentes en fonction des femmes. Et ce qui est important, c'est d'être sa propre norme et de ne pas se focaliser sur ce genre de conseils. C'est vraiment d'aller à la rencontre de son cycle à soi et d'être sa propre norme. Et mon troisième conseil, c'est vraiment d'oser, de ne pas se mettre des barrières. Vous voyez, quand j'ai raconté mon histoire, moi j'ai commencé, je pense que j'ai couru 10 minutes. Et il y a quelques semaines, je courais un Ironman. Ça s'est pas fait en un jour, ça c'est sûr. Mais j'aurais jamais imaginé, quand je me revois quelques années en arrière, même l'année dernière, que je réaliserais ce que j'ai réalisé. Et voilà, pour toutes les femmes, j'ai envie de dire, croyez en vous, vous êtes beaucoup plus fortes que vous ne l'imaginez. Expérimentez et osez, ça va le faire. Ça, ce sont des super conseils pour nos super-héroïnes du quotidien. Merci en tout cas. Merci Émilie pour cet échange vraiment inspirant et éclairant. Et pour toutes celles qui souhaitent en savoir plus sur les méthodes d'entraînement adaptées aux femmes, n'hésitez pas à vous procurer son livre « Entraînez-vous comme une femme, pas comme un homme », publié aux éditions Thierry Soucard. Je vous invite à retrouver Émilie sur emilierimbert.com ainsi que sur ses réseaux sociaux. À bientôt, c'était Enoch pour la série Le sport pour aller au-delà de soi sur Métamorphose. Merci beaucoup. Merci à toi, Émilie. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode animé par Enoch Effa, triple champion du monde de boxe, aujourd'hui coach et entrepreneur et auteur du livre 12 rounds pour exister au-delà des échecs aux éditions Erol. Alors si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.